Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau live de Bubble. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de direct. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un live un peu spécial autour de la série The Boys. Avec le succès qu'elle a eu à la télé depuis l'été dernier et avec le succès intemporel des comics, on avait envie d'en reparler. Et pour ce faire, on a un invité un peu spécial. C'est le commis des comics. Si vous suivez un peu l'actu comics, vous le connaissez sûrement. Il est youtubeur, il est traducteur, il est aussi conférencier et il intervient beaucoup dans le domaine du comics. Vous avez peut-être vu l'une de ses vidéos ou l'un de ses JT, ses célèbres JT maintenant. On va parler donc de la série TV et de la série papier. Voilà, donc bienvenue. Je vais accueillir à l'écran notre ami le commis des comics. Bienvenue dans ce live. Ben, merci de m'inviter, hein. J'adore le sujet. Alors, le sujet me plaît énormément. Eh ben, c'est ce qu'on s'est dit. Du coup, quand on a préparé ce sujet, on s'est dit que tu étais l'invité parfait pour ça. En plus, tu as consacré une grosse vidéo l'an dernier sur le sujet. Et donc voilà, on avait envie d'un expert pour en parler. Donc on est très content de t'avoir avec nous. Dire, ouais, non, The Boys, ça fait partie des comics, on va en parler tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que ça fait partie des comics que j'aime beaucoup. J'adore Darick Robertson, j'aime beaucoup le travail de Garth Ennis. Donc, c'est vrai que j'avais eu l'occasion, d'ailleurs, de parler de la série avec Darick quand je l'ai rencontré en France. Il était venu en France et on avait parlé de la série, on avait bien échangé autour de bons whisky japonais. Donc j'avais même pu voir des concepts et tout avant même que la série sorte. Donc c'est vraiment un truc qui me fait kiffer et je suis ravi de venir en discuter avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Surtout, moi j'ai pas de retour, hein. Par contre, je n'ai pas d'œil sur le chat. Je suis pas en mode DSK, donc ça me bon voilà. Donc Ah, j'ai pas de retour. bah, ça marche, je surveille. Alors donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On va commencer la discussion. Est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement The Boys, donc la série de Garth Ennis et Darick Robertson? The Boys, c'est une série. Alors la série de comics, hein, The Boys, Ouais, on commence par c'est les comics. une série qui est publiée à l'origine par Wildstorm. Wildstorm, c'est un label qui a été créé par Jim qui est un des cofondateurs d'Image Comics. Et donc, il a créé ce petit label-là, qui, il se trouve, au début, fin des années 90, a été racheté par DC. Donc, il commence à publier The Boys, et c'est une série qui est très rapidement annulée. Elle est annulée au bout de 6 numéros. Ils aiment pas trop ça, ils aiment pas trop le ton. Bon, en même temps, ça se demandait s'ils l'avaient lu auparavant, s'ils savaient qu'est-ce qu'ils éditaient, puisque Nice est un habitué de ce genre d'outrance. Bon, ils savaient pas trop. Elle est annulée, mais ils leur font pas comment dire, de barrage, c'est-à-dire qu'ils leur rendent très rapidement les droits. Allez, dégagez avec votre série, allez la publier ailleurs. Et c'est Dynamite qui la récupère et qui fait l'un des meilleurs deals de sa vie, puisque c'est ce qui en partie, enfin c'est ce qui fait vraiment tenir la structure. Et là encore plus avec la série actuelle. Là, je crois que rien que les ventes d'Omnibus à Noël dernier, il y avait dans les 3 ou 4 millions de dollars de ventes d'Omnibus. Donc on est sur une grosse série à succès puisqu'elle a duré pendant hors spin-off pendant 72 numéros quand même donc elle a été dessinée par Darick Robertson pour elle a été co-créée par Darick Robertson. Il a dessiné la première moitié de la série. Après, il y a eu des petits soucis, des petites embrouilles, une surcharge de travail puisque quand la série a été annulée, il avait pris des engagements et quand ces engagements, ben, il a fallu les tenir. Il a plus pu dessiner The Boys. Il faisait les covers. C'est Russ Brown, qui est génial, qui a pris le relais jusqu'à la fin quasiment, où Darick est revenu juste à la fin pour dessiner le dernier arc, les 2 ou 3 derniers, même peut-être que le dernier épisode d'ailleurs. Et entre-temps, il y a eu quelques mini-séries, comment dire, des spin-offs par John McCrea et par d'autres dessinateurs qui sont bien potes avec Ennis et qui ont collaboré avec lui depuis le début. The Boys, c'est une série, comment dire, qui mélange pas mal de choses. Souvent, quand c'est très trash, on retient que le trash. On oublie le reste. Alors que c'est pas juste une série où on voit des super-héros niqués, quoi. C'est pas juste ça. On voit des super-héros niqués. Attention, les oreilles chastes, méfiez-vous. Hein, ce soir, on parle pas d'un comics tout public. Très clairement, on parle d'un comics destiné plutôt aux adultes. Mais derrière la débauche du super-héros, il y a surtout un comics un peu géopolitique, enfin une intrigue politique industrielle qui fait des super-héros l'instrument d'un complexe de corporation, de société, un complexe un peu militaire aussi. Et il y a des enjeux économiques qui sont liés à ça et donc des enjeux politiques.
Donc les super-héros sont plutôt fabriqués par une société qui se sert des comics pour en faire leur propagande, donc d'écrire leur histoire comme on l'a nous dans les comics, une histoire qui est bien propre, bien polissée. Et ensuite, par contre, derrière, ce sont des dépravés qui prennent le monde pour une cour de récréation parce que Garcenis, il a toujours dit qu'il il déteste les super-héros. Il en a fait très très peu. Et encore, il vient au super-héros par le biais du anti-héros, puisque c'est le Punisher qu'il a, un de ses personnages fétiches, c'est le Punisher. Excellent run d'ailleurs, le Punisher Max. Et donc pour Ennis, si les super-héros existaient, ils passeraient pas, c'est des conneries, ils nous sauveraient pas, ils seraient pas la justice, si là, non, non, ils prendraient le monde pour une cour de récréation et donc ils seraient des dépravés, drogués, addicts au sexe, mégalomanes, enfin voilà, abus de pouvoir constant et donc voilà, c'est un petit peu ça on va dire le pitch de base de la série. Bah merci pour le résumé. Et du coup aussi, est-ce qu'il y a aussi une grosse, tu parlais de son fait qu'il aimait pas trop les super-héros, il y a quand même une grosse charge aussi contre les super-héros, les auteurs. Il y a toute cette dimension-là aussi en lecture méta en fait derrière. Tu peux lire The Boys en lecture méta, il y a une grosse critique de l'industrie du comics et de la façon dont c'est fait. Oui, bah après, c'est Garcenis, hein, il a fait ses armes, lui c'est un Irlandais, il a fait ses armes chez les Anglais de 2080, avec des superbes récits d'ailleurs, qui sont pas violents pour un brin, mais plutôt des récits d'histoires d'amour un peu foirés, des récits qui dépriment un petit peu même, hein, dans 2080, il y a eu un long, là je me rappelle plus comme ça, du titre, mais il y a eu un long récit très très bon sur voilà, un couple un peu foireux, euh, lui qui devient criminel. En fait, je me rappelle plus exactement des enjeux au final, mais il a pas fait que ça. Hein. Il a fait beaucoup de caricatures. Il a fait du cartoon avec Train Called Love. Il a fait Dix, les détectives. Il a fait de l'horreur pure dans Constantine, par exemple, sur Hellblazer. Donc c'est pas juste le mec qui fait du super-héros ou du trash ou du Crossed, par exemple, puisqu'il a fait Crossed, qui est une série vraiment dont on retient les moments les plus trash, du viol par une plaie, parce que les gens deviennent fous. Alors qu'en fait, bon, ça dure qu'une case et c'est plus une série sur l'espoir. Donc oui, non seulement il a roulé sa bosse chez pas mal d'éditeurs, et il y a aussi, chez Ennis, il y a aussi une dimension très importante, c'est qu'il adore l'histoire et il adore les guerres. Et il a fait beaucoup de comics de guerre. Et c'est un des auteurs de comics les plus connus qui publient chez le plus de monde différent. Il publie chez Aftershock, il publie chez Dynamite, il publie chez Avatar Press, il publie chez DC, il a publié chez Marvel. Il a été partout. Il a publié chez Image aussi, il me semble. Quoique, il faudrait que je retrouve le titre. Mais là, comme ça, je suis pas sûr. Mais donc, il a navigué beaucoup. Donc, forcément, il connaît l'industrie très, très bien. Il a fait non seulement toutes les conventions, lui, il avait son repère avec ses gassures où ils allaient boire des coups après la New York Comic Con, après la San Diego Comic Con. Il aime beaucoup bien manger, Garcenis. Il aime les restaurants, les trucs, le côté vraiment un peu côté gastronomique. Ça, il aime beaucoup. Donc, il en a vu, il en a entendu, comme beaucoup de monde. Alors en ce moment, on est sur une petite, une seconde vague de libération de la parole et on entend beaucoup de choses dans l'industrie du comics. Donc finalement, l'obsession de sexe des super-héros, on pourrait la relier à l'obsession de sexe par l'homme, ou dans certains cas très rares, certaines femmes. Finalement, on pourrait se dire que ouais, il connaissait certains dossiers. Là. Ça, c'est sûr et certain. Oui, alors ça nous fait une transition un peu vers la série télé. Donc, puisque l'année dernière, Eric Kripke a adapté donc, la série, mais avec aussi Garcenis. Et du coup, il a décalé en fait cette critique de l'industrie vers une critique plus de l'entertainment en général. Exactement. Alors, ce qui est très bien avec cette série, bon, elle est sur Amazon. Hein, alors, malheureusement, moi, j'ai payé. Hein, j'ai payé mon petit Amazon Prime sur le mois qui a suivi. Hein, même si, évidemment, j'ai beaucoup de griefs contre Amazon pour plein de raisons sociales. Bah, écoute, des fois, voilà, on est tous pleins de contradictions et ça fait partie des miennes. Mais ils ont fait une super série. Ça, il y a pas besoin de tortiller du cul pour le dire. Ils ont fait une série, en fait, c'est parce qu'ils étaient amoureux du comics de base. Eric Kripke, apparemment, de ce que j'ai pu en parler avec Derek Robertson, c'est quelqu'un qui est amoureux du comics, de la même sorte que les deux producteurs, coproducteurs de la série, hein, Fats Rogen et Matt Goldberg.
qui sont des amoureux du médium, comme ils sont des amoureux de Preacher aussi. Donc, ils connaissent vraiment le matériau source, contrairement à certains producteurs qui prennent ça parce que ça se vend, combien ça se vend, allez, on adapte, mais qui connaissent pas. Eux, ils savaient très bien dans quoi ils se lançaient, ça c'est un point. Et quand il a fallu impliquer, ils ont impliqué les créateurs, comme tu dis, ils ont impliqué Garcenis, à tel point qu'il relisait tous les scripts et 90% des corrections qu'il faisait, c'était sur les dialogues de Butcher, qui est un de ses personnages favoris. Et donc, il refaisait beaucoup de corrections sur enfin, en tout cas, les corrections qu'il faisait, 90% étaient focalisées sur le personnage de Butcher, et ça, c'est rigolo. Et quand ils ont fait, c'est Robertson qui a dessiné, par exemple, le Translucent, le mec transparent, c'est lui qui a dessiné les designs des super-héros. Donc, il a été impliqué dans la production de A à Z. Et quand il a vu et quand il a pu voir justement Eric Kripke et les dossiers qu'ils avaient pour préparer la série, ce sur quoi ils se basaient, les pages de comics et tout, il a compris très vite que c'était un amoureux du comics qui adaptait le truc. Et forcément, quand il y a l'amour pour le matériau source, ça se passe mieux. Et c'est vrai. Et du coup, on parlait de la série, de l'adaptation, qui est très fidèle, mais en même temps, tu parlais d'un nouveau personnage qui a été dessiné. C'est qu'en fait, ils ont choisi aussi de changer un tout petit peu l'axe en inventant des nouveaux personnages et en changeant un tout petit peu l'intrigue. Ouais, ils ont choisi de faire ça. Alors, on pourrait s'interroger, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais c'est vrai qu'ils ont changé quand même beaucoup de personnages qui avaient été créés par Russ Brown. Et on pourrait se demander pourquoi. Est-ce qu'il y avait une volonté vraiment de faire ça, de se faire ça en privé, je sais pas. Même si on va voir sur la saison 2, les relations sont peut-être un petit peu plus apaisées entre tout le monde. Mais par exemple, pourquoi créer un Ézéchiel alors qu'on avait déjà une figure religieuse qui était All Father Mhm. et qui était donc dans le comics un pédophile et un mec dégueulasse. Donc on aurait pu très bien adapter ça avec le côté évangéliste, le gros show. Bon, pourquoi ils l'ont pas fait, je sais pas. Translucent, oui, c'est rigolo, c'est très à l'écran, ça passe bien. En plus, ça passe très bien. Mais c'est un petit peu, c'est un pouvoir qui joue sur la peau. C'est Jack from Jupiter qui serait peut-être introduit dans la saison 2 d'ailleurs. On verra. Mais oui, ils ont introduit des nouveaux personnages. Ils ont surtout modifié l'intrigue de pas mal de personnages. Et c'est très bien. Moi, je suis pour qu'on fasse ça parce que même si mon film de super-héros préféré, c'est Sin City, qui est un copier-coller quasiment de comics, mais ça, c'est parce que c'est une prouesse. Et je trouve que la prouesse est formidable. On se ferait chier si on regardait des séries dont on connaît d'emblée la fin, tu vois ce que je veux dire? Parce que Mhm. si tout le comics, même si c'est quand même très faible pourcentage de ceux qui regardent des séries au final qui sont beaucoup plus grand public que les comics, ben on se ferait chier. Donc c'est très bien qu'ils nous surprennent et on pourra parler. Alors je crois qu'on n'est pas encore dans la partie spoiler, donc je vais peut-être me Mhm. taire un petit peu, mais on pourra parler de ce gros spoil, peut-être de la plus grosse différence entre le comics et la série, qui est un rebondissement que pas grand monde. Moi, en tout cas, j'étais sur le cul et j'étais retourné. J'étais trop content parce que putain, c'est bien d'être surpris. C'est moi en plus, je me laisse bercer. J'essaie pas de deviner avant. J'aime Mhm. bien regarder un film et voilà, c'est quelqu'un qui me raconte une histoire, donc je me laisse prendre par la main et je me laisse raconter l'histoire. Il y a des fois où forcément je cogite un peu, mais j'aime bien essayer d'être le plus spectateur passif que possible. Et donc voilà, non, il y a plein de différences, il y a plein de différences. Mais on y viendra peut-être dans la partie spoil, parce que je veux pas, on va spoiler comme des porcs, hein, désolé. Ouais, c'est ça. On s'est dit qu'on faisait une petite présentation comme ça sympa et après on vous préviendra avant. On va commencer à spoiler, donc vous pourrez arrêter la vidéo si vous n'avez pas vu ou lu ou la reprendre plus tard comme vous voulez. Ah oui, est-ce qu'on peut parler un peu de la prestation de Karl Urban sur The Butcher à l'écran? Sûr qu'on va en parler, mais c'est qui demande ça? Alors c'est Olivier. Olivier, je crois que je sais qui c'est en plus. Déjà, je t'embrasse, Olivier. Et bien sûr qu'on va en parler. Donc, prends ta bière. Je crois que 18h, c'est l'heure de la bière pour toi. Prends ta bière, on va parler de Karl Urban qui est juste monstrueux. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'il lui ressemble à la fois physiquement et en plus il incarne vraiment trop bien le personnage. Et Il j'ai est envie de dire, aussi le- cynique, aussi méchant. Pardon, je t'ai coupé. j'ai envie de dire, c'est le job d'un acteur et d'un bon directeur de casting, hein. Ils ont pris quelqu'un pour le rôle. Alors, euh, il est quand même un peu plus petit, il est quand même plus épais dans le comics, mais oui, il est juste parfait pour le rôle. Il s'est bien approprié le rôle. Il y a aucun souci de ce côté-là. Je veux dire, on a cette espèce de type qui a une mission
à la fois personnel, mais qui est en même temps un fin stratège, et tu sens que c'est un bon joueur d'échecs. Il veut bouger son pion, mais tu sens qu'il sait derrière qu'il va bouger sa tour ou son roi, enfin, qu'il va te mettre échec et mat. Et tous sont bien castés. Yui, moi, c'est un de mes personnages préférés, Yui, dans le comic, c'est même dans la série, parce que, alors, désolé, on dérive un peu, mais c'est vrai que si on parle de Butcher, il faut parler de Yui, parce que c'est quand même deux, ils font toujours un tango en permanence, les deux. Et contrairement à Butcher, qui lui quand même change et où on sent à la fin, il dévoile une espèce de plan à la fin du comics. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas encore, voilà, mais à la fin du comics, il dévoile. Enfin, on comprend qu'il avait peut-être c'est pas juste une simple vendetta qu'il avait, mais il en a après pas mal de monde. Je sais pas trop comment le dire sans spoiler. Je suis désolé, hein, je m'exprime mal du coup, mais et ben là, on a Yui qui lui ne change jamais. Dans le comics, il ne change jamais. C'est-à-dire qu'il est toujours fidèle à lui-même. Il reste, et c'est pas par une mauvaise qualité d'écriture ou quoi que ce soit, hein, c'est parce que il est écrit pour rester intègre et il est super intègre. Butcher, voilà, c'est sa contrepartie qui essaye en permanence d'abord très souvent de le manipuler, puis ensuite, voilà, il essaye jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans le comics, il le manipule jusqu'à la fin. Mais là, j'ai même pas envie de spoiler en fait. Ouais. Mais vraiment à la toute fin, il le manipule même, voilà, très très loin. Et donc voilà, non, c'est un super personnage que celui de Butcher. Et là, je me demande comment est-ce qu'il va être affecté par certaines révélations. On est en spoil ou pas? Comment on est Ah, sur le spoil? encore un petit peu, pas de spoil au cas où, mais Là, je suis en tachycardie, là, hein, je te le dis. Je suis en tachycardie parce que je peux pas spoiler. Donc, c'est vrai, c'est vrai. on se retient. Mais oui, bah, le personnage de Butcher est génial. Voilà. Je peux rien dire d'autre. Ça, c'est même pas spoiler, ça, vous allez le voir dessus. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que tu parlais tout à l'heure de la fascination de Garcenis pour les soldats. Et en fait, c'est vrai qu'entre Butcher et Yui, c'est les deux facettes du soldat, quoi. On a celui qui obéit à tout et celui qui a un plan qui va au-delà de la hiérarchie. Et je trouve dans le comic, c'est bien rendu. On va voir si dans la série, ça passe à ce point-là, quoi. Alors, ah non, je peux pas le dire. Ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais dans la série, il est moins. La série, on va dire qu'elle met moins de temps à. Ah, je sais pas le dire sans spoil. Vas-y, continue, continue. Ok. Bon, on en reviendra un petit peu tout à l'heure. Est-ce que on peut faire un petit parallèle un peu donc entre la série et le comics? À ton Bien avis, sûr. comment ils vont intégrer un peu les flashbacks? Parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais la série de comics, elle est faite avec énormément de flashbacks. Tout au long de la série, c'est pas une série qui se suit dans le temps, mais on a dans le passé des personnages assez régulièrement. Et en fait, la série télé, elle va vraiment de l'avant. À ton avis, est-ce que dès la saison 2 ou 3, ils vont commencer à intégrer ça? Ah, bon, ça, j'aimerais bien te le dire, j'en sais vraiment rien. Il semblerait quand même qu'on ait des personnages qui soient phares. Hein. On va avoir Stormfront, Mhm. qui est assez phare, notamment pour en connaître plus sur les origines du Homelander. Je sais pas s'ils vont partir sur une série à flashback ou pas. Effectivement, dans les comics, c'est pas la première équipe dans la série non plus d'ailleurs. C'est pas la première équipe de The Boys qui se forme, de petits gars. On va quand même rendre hommage à la traduction de mon poteau Alex Nikolavitch, qui est un formidable traducteur et qui a traduit tous The Boys. Donc il appelait ça les petits gars, The Boys. Et oui, effectivement, il y a une rotation des équipes et c'était dirigé avant par le colonel Mallory, qui a ensuite cédé sa place à Butcher pour des raisons qui lui sont propres. Et, euh, et donc, on a plusieurs flashbacks de cette époque-là, de comment est-ce que ça s'est construit, du passé des personnages, comme tu dis. D'ailleurs, ça continue même parce que je rappelle quand même à ceux qui seraient en manque absolu de The Boys du comics que Russ Brown, Darry Robertson et Garcenis reviennent et qu'on en est à l'épisode 2 qui est sorti hier, j'ai commencé à le lire, c'est formidable, d'une nouvelle série qui s'appelle Dear Becky, où Ennis vient un petit peu statuer sur la femme de Butcher. Et c'est vraiment bon. Enfin, ça non plus, je ne veux pas vous spoiler parce qu'en plus c'est tout chaud, tout frais. Mais ça continue même en comics. Donc non, et le flashback continue puisqu'on est forcément sur des flashbacks puisqu'on est 15 ans après, 12 ans. Et donc voilà. Mais je sais pas te dire si dans la série ils vont adopter. Je pense qu'ils vont rester fidèles à leur narration qui est plutôt bonne, je trouve. Et il y a un bon rythme, donc je vois pas pourquoi ils changeraient d'un coup du jour au lendemain. Ouais.
Et donc du coup, on a une saison 2 donc, qui arrive avec un début 4 septembre, je crois, pour les premiers Vendredi épisodes. 4 septembre, poser une RTT. Il y en aura sûrement pareil, une dizaine. Ouais, c'est ça, mais j'ai vu que c'était en 2 fois, je crois, que ça va être pas tout d'un coup, il y aura Ah, pas de binge, ça sera un demi-RTT. d'accord. Ils veulent nous prendre 2 mois de prime. Ils sont pas assez. Jeff Bezos est un petit peu à court d'argent en ce moment. Ouais, je pense. Et peut-être qu'il veut, voilà, il veut. Ah, écoute, c'est malin, hein, tant pis. Hmm. Et du coup, je disais ça pour dire oui, donc on a parlé de Stormfront, donc qui va arriver dans la saison 2. Donc il y a déjà des trailers qui tournent avec le personnage joué par Aya Cash. Et je crois aussi qu'il parle peut-être de la légende. Et la légende, c'est un personnage qu'on n'a pas vu dans la saison 1. Est-ce que tu peux en dire un mot pour ceux qui auraient vu que ceux qui n'auraient pas encore lu le comics? La légende, on va dire que si on devait aller très très vite et prendre tous les raccourcis, prendre tous les ronds-points, leur rouler dessus, c'est un genre de Stanley. C'est un genre de Stanley, donc qui a contribué au business de la propagande hein, racontée dans les comics de super-héros pour justifier leurs actes, enfin, pour masquer leurs actes immondes. Donc, il y a une ligne officielle qui est l'histoire des livres, on va dire, hein, littéralement, l'histoire qui est écrite dans les comics, c'est l'histoire qui se passe après en sous-main. Celle-là, personne ne la connaît, mis à part la légende, qui est au fait de tout. Il a un petit comic shop, enfin, il est dans un comic shop, et c'est lui qui connaît absolument tout sur notamment les The Boys. Et puis en fait, ce qu'il faut quand même préciser pour ceux qui connaîtraient pas du tout la série, c'est que mine de rien, la CIA a un petit peu peur les agences gouvernementales ont un petit peu peur du pouvoir que prennent c'est l'entreprise donc qui s'appelle Vote Corporation. Ils en ont un petit peu peur de ce pouvoir, donc ils créent quand même une cellule clandestine pour les garder à distance. Et par les garder à distance, je veux dire carrément tous, enfin exterminer le plus de super-héros possible. Donc c'est une espèce de contre-pouvoir clandestin. Ça se fait beaucoup, voilà. Alors dans le comics, vu que on est d'emblée au courant de comment est-ce qu'on crée les super-héros, donc avec une espèce de drogue de synthèse qui s'appelle le compound V, le composé V. Ça, on l'a pas dans la série, ça prend plus son temps. Donc, dans la série, il y a encore plus une dimension clandestine à la cellule qui doit vraiment faire ça comme des mauvais espions, comme les gendarmes de Saint-Tropez, si vous voulez. Alors que dans le comics, ils peuvent se permettre, en se shootant aussi, donc l'équipe de la CIA, des face-à-face beaucoup plus musclés parce qu'ils rivalisent avec le degré de pouvoir des super-héros, ce qui n'est pas le cas du tout dans la série dans la série télé. Je crois que j'ai dérivé de ta question, hein. Je crois que j'ai bien glissé, Non mais c'est bien, mais je sais. c'était pour évoquer un peu la légende, mais du coup tu as bien dit aussi, c'est vrai qu'il y a cette partie investigation qu'on n'a pas dans la série. Et, ben, et justement, la légende, c'est un de leurs indices, en gros. Hein. Il connaît absolument tout, surtout de la vie de Mallory, de la vie de Butcher, de la vie des super-héros, qui couche avec qui fait quoi, ou qui était où à tel moment. Enfin, est-ce que c'était pas des conneries? Si, c'était des conneries parce qu'ils étaient là. En fait, on croyait qu'ils étaient en train de sauver la planète, mais ils étaient sur une île en train de s'envoyer des putes droguées, malheureusement, au composé V parce que aucune personne ne pourra encaisser une relation sexuelle avec des super-héros qui sont bien supérieurs en force et qui en plus sont très très sales et n'ont aucun respect pour la vie et la dignité humaine. Donc ouais, c'est un petit peu le mec qui sait tout et une belle parodie de Stanley quand même. Et du coup aussi, est-ce qu'on peut parler, il y a quelque chose qui est dans le comics, j'essaie de trouver des pistes un peu pour évoquer le comics, pour donner envie à ceux qui ont vu que la série télé d'aller se jeter sur la série papier. Il y a aussi toutes les infiltrations de Yui, notamment chez des Ah, look-alike Chimène. X-Men ou des... Oui, ouais. Oui, c'est un filtre. Du coup, comme c'est quelqu'un qui est pas trop connu du Butcher, il a une tête qui est quand même connue il a une. C'est pas la première fois qu'il se bat contre tout le monde, mais oui. Donc, oui, finit par s'infiltrer chez les G-Men, qui sont une version un petit peu complètement corrompue, complètement foireuse des X-Men, dans laquelle le professeur Xavier est juste, enfin, la salle des dangers, c'est juste lui qui essaye de toucher tout le monde, en gros, hmm. hein. C'est un salace, un sadique complet, pédophile aussi, du coup. Donc, un mec bien dégueulasse. Et oui, donc Yui doit s'infiltrer là-bas dans leur QG. Et, donc, il se fait passer pour un type, pour un héros aussi, avec de la drogue. Enfin, c'est assez marrant. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Mais ceci dit, on voit pas certes les infiltrations de Yui, mais quand ils enlèvent, par exemple, Translucent, on pourrait dire que c'est une forme pas d'infiltration, mais
c'est là où on voit qu'ils opèrent vraiment de pas grand chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont aucun moyen, très très peu de moyens en tout cas, et ils doivent y aller vraiment comme ça, et ils vont attaquant, ils savent pas du tout comment tuer un super-héros, et bon, ils finissent par trouver dans la série une méthode assez, qui est inventive, on va dire, à son originalité. Et est-ce que tu as l'impression aussi que dans la série télé, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu décalé le côté un peu violence morale vers de la violence graphique et visuelle. C'est-à-dire que la série télé, il y a beaucoup de scènes un peu pas choquantes, mais bien surprenantes, violentes. Alors que dans la série comics papier, c'est plus insidieux, c'est de la violence morale un peu, c'est crade quoi, mais c'est pas forcément visuel. Eh, le visuel y est quand même, Oui, hein. oui, oui. Faut pas non plus, ne vous attendez pas à un comics où c'est que du pervers narcissique qui essaye de manipuler. C'est pas du Hannibal Lecter pendant 72 numéros. Hmm. Il y a de la violence très graphique, sexuelle, physique. Enfin, il y a de tout. Et par certains égards, beaucoup plus violent graphiquement qu'à la télé. Moi, j'ai une théorie sur ça. Je peux me tromper totalement. Je ne détiens absolument pas la vérité. Mais je pense que quand tu vois quelque chose en vidéo, tu as besoin de, allez, entre 3 et 5 fois moins, c'est des chiffres que j'ai complètement inventés, mais entre 3 et 5 fois moins de violence pour avoir le même effet sur l'esprit. Hmm. Parce qu'en vidéo, tout de suite, vu que ça bouge, c'est beaucoup plus réel. Sur le comics, il faut y aller peut-être voilà 10 fois plus, sinon ça nous choquerait forcément quand on voit Batman se faire casser le dos. Hmm. On s'y habitue un petit peu, tu vois, alors que si on voyait la même chose en vidéo, je suis sûr qu'on serait beaucoup plus, déjà on serait en train de, bras, toi, essayer de, on s'est beaucoup plus recroquevillé sur nous-mêmes. Je dis pas qu'on serait recroquevillé dans la douche à faire couler la douche et à attendre qu'on se sente propre, mais on le vivrait beaucoup plus mal d'entendre quelqu'un se faire casser la colonne vertébrale en live comme ça. Donc je pense qu'ils ont eu moins besoin de reposer sur la violence graphique, puis c'est de moins en montrer et ils y sont allés aussi. Mais la violence morale, elle y est un petit peu quand même, mine de rien. Elle y est quand tu sens que Butcher manipule Yui. Hmm. L'agression sexuelle subie par Starlight, elle est un petit peu, certes, elle est un petit peu revue à la baisse. Normalement dans le comics, donc parce que vous avez des super-héros qui y croient à tout ça. Il y en a qui savent pas d'ailleurs dans le trailer de la saison 2, on entend le grand boss dire qu'il y a à peu près 80% des super-héros qui ne savent pas qu'ils ne connaissent pas la vérité, en fait. Pas spoiler la vérité. Mais oui, donc normalement, donc il y a des super-héros qui y croient, qui sont recrutés quand un des Seven meurt, souvent parce qu'il meurt parce qu'il a essayé de fourrer son sexe au mauvais endroit et qu'il s'est fait aspirer. Enfin, jamais pour une cause très noble, alors qu'on Hmm. leur érige des panthéons en disant qu'ils sont morts pour défendre la planète, alors que c'est jamais, ils sont plutôt morts pour une éjac facile. Il y en a qui sont appelés, mais qui croient vraiment, notamment Starlight, qui est un petit peu naïve. Elle provient d'un espèce de groupe religieux, de super-héros religieux, donc elle croit en tout ça. Et donc le premier contact qu'elle a quasiment avec les Seven, c'est trois mecs. Donc il y a Black Noir, il y a le Homelander et il y a A-Train qui enlèvent leurs pantalons, se mettent à poil et lui demandent donc de leur faire une fellation pour intégrer l'équipe vraiment, pour qu'elle ait sa place dans l'équipe. Donc, on est clairement là sur un viol avec circonstances aggravantes. Et ça, c'est vrai que dans le comics, dans la série, tu vois, ils ont eu besoin d'en montrer moins. Juste un mec qui se met à poil devant une meuf et de suite, c'est assez choquant. Et c'est le pauvre, j'ai envie de dire le pauvre, mais c'est le pauvre The Deep qui pense ça, alors que dans le comic, c'est peut-être l'un qui a le plus les pieds sur terre, bizarrement, alors qu'il est pas trop dedans. Mais donc c'est un espèce de sosie d'Aquaman. Dans le comics, il est très ridicule parce qu'il a en permanence un scaphandre. Là, ils l'ont vraiment fait. Là, on sent vraiment que c'est Aquaman à fond. Et bizarrement, ouais, lui, il est très différent de sa contrepartie comics. Mais oui, la violence morale, elle y est aussi, mais c'est vrai que parce que dans les comics, tu as le texte, c'est pas le même médium. Encore une fois, c'est vraiment pas le même médium. Certes, c'est un art narratif, un art séquentiel aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe un peu à la partie spoiler. Comme ça, on va continuer d'en discuter, mais en s'autorisant un peu plus Ah, de choses. Donc, je rappelle à tous ceux qui suivent la vidéo, si vous n'avez pas lu le comics en entier ou si vous n'avez pas vu encore la série, mettez sur pause ou revenez un peu plus tard parce qu'on va
faire un peu des spoilers pour pouvoir parler un peu plus librement de la série avec ceux qui veulent dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre une pause ou alors à écouter parce que moi je suis partisan de tant pis pour les spoilers. C'est quand même Il y en a qui agréable à aiment bien. regarder, c'est bien fait. Ce qui est bien, c'est de donner le choix aux gens, de les prévenir et de leur laisser le choix. On peut parler donc un peu de cette saison 2 si tu veux avec le trailer. On peut parler donc du fils de Homelander. On peut parler donc on voit dans le trailer aussi. Ça y est, là, ouais, là vraiment toi aussi, là ça y est, t'es lâché, là ça y est, il a déjà balancé toute l'intrigue. Donc oui, l'une des plus grosses différences entre la plus grosse même différence entre le comics et la série, c'est le personnage de Butcher qui fait ça parce que sa femme a été violée par un des super. Tout porte à croire que c'est Homelander parce que donc l'espèce d'avatar de Superman, de parodie d'Ersatz de Superman, parce que elle a été violée et en fait le fœtus qui est en elle, ben c'est un ersatz de Superman aussi, donc il arrive à lancer des rayons avec ses yeux qui blesse Butcher et donc il déduit que c'est Homelander à juste titre hein, qui l'a violé, donc ça le lance dans sa croisade contre ces gens qui ont trop de pouvoir. Il met en place sa cellule, la CIA et tout ça, et c'est ce qui le définit. C'est ce qui le définit, Butcher, sa croisade envers le Homelander. Et après, on va voir qu'il veut vraiment éradiquer tous les super et tous les gens qui ont des pouvoirs, quitte à voilà à compter les boys aussi dans le truc. Donc c'est assez tragique, c'est très très tragique même puisqu'il finit par se retourner contre les siens, mais parce que ça fait partie de son schéma mental et voilà. Dans la série, dans le comics, elle meurt dans ses bras. Elle meurt dans ses bras. Dans la série, on a un petit placement dès le début, dès le second épisode, je crois. On la voit disparaître. Qui dit disparaître, c'est pas un euphémisme pour dire elle est morte. Hein. Disparaître, c'est vraiment, il la trouve pas. Elle a un comportement changeant et il la trouve pas. Bon, il comprend après, mais qui dit disparaît dit ah, il y a possibilité qu'elle soit là bientôt, qu'elle soit encore là. Hein. On a vu dans des séries, certaines personnes même, on était sûr qu'elles étaient crevées, on a vu leur tête dans des boîtes, hein, hashtag Prison Break, et puis après elles sont revenues. Bon. Ça, c'est un traumatisme que j'ai jamais encore résolu, donc je préfère en parler maintenant, ça me coûte moins cher que dans le psy. Je préfère le dire. Mais dans la série, qu'est-ce qu'on voit à la toute fin? Attention, spoiler, hein, désolé. Mais Homelander emmène Butcher voir sa femme qui n'est pas morte et qui a éduqué le fils qu'elle a eu de. Alors, on ne sait pas si c'est un viol ou une relation consentie, on n'en sait rien. On le découvrira probablement dans la série, dans la saison 2. Mais en tout cas, le fils serait, si jamais j'ai bon, et suivant ce qu'on nous montre, le premier véritable super-héros conçu biologiquement de la série, et pas conçu en laboratoire, puisque la plupart des super-héros sont conçus en laboratoire. Alors, ils sont exposés à ce composé V, qui est un véritable enjeu, puisqu'il n'y a qu'une société, c'est là qu'on pourrait rentrer en mode marxiste, Che Guevara et compagnie, en disant que les monopoles sont mauvais, et Nice critique le monopole, puisque Vote Corporation, ayant le monopole des super-héros, en fait des armes, donc d'abord des objets de divertissement, ça c'est pour le côté entertainment, c'est pour les faire bien passer au public, comme un jouet finalement en plastique, comme un flingue en plastique. Mais derrière, lui, il contracte les gouvernements pour leur dire c'est un avantage, quiconque a des super-héros aura la sécurité. Et lui, son principale personne qui veut contracter, c'est le gouvernement américain. Comment est-ce qu'ils font? C'est ça, quand on est en situation de monopole, on maîtrise tout. Ils envoient, et ça c'est un truc qui est typiquement américain, même si j'imagine que d'autres gouvernements utilisent ces tactiques-là, mais ils envoient à certaines guérillas, donc on les voit au Moyen-Orient, on les voit en Asie, il envoie du composé V pour créer des super vilains, pour justifier la demande de super-héros. Et donc, être en fait le Gepetto, quoi, qui avait les fils, qui maîtrise absolument tout. Et donc ça, c'est finement, c'est une analyse plutôt géopolitique, mais militaro-industrielle du monde, qui est pertinente, je trouve, et qui va au-delà du simple on voit des super-héros s'envoyer en l'air, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Et tout ça pour dire que voilà, si jamais les super-héros peuvent enfanter
de manière naturelle, là, ça change absolument toute la donne du comics, mais vraiment toute la donne. Donc ça va être une vraie découverte. Après peut-être que on ne sait pas, mais on pourrait partir en délire. Je pense pas que ce soit le cas, mais peut-être que c'est pas vraiment la femme de Billy, c'est un clone, ou c'est peut-être Jack von Jupiter qui va être là. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Il y a plein d'options. C'est peut-être un métamorphe et le fils, il a peut-être été créé en laboratoire comme tous les autres super-héros. On ne sait pas. Oui, Encore une fois, c'est pas. oui, c'est ça. En fait, vu que la série est pleine de surprises et ils s'éloignent un petit peu du comics, ils peuvent se permettre des trucs un peu inédits comme ça en plus, quoi. Alors, dans les questions, il y avait Maxence qui demandait j'ai fini le tome 3 en comics, est-ce que je risque d'être spoilé? Ah, Maxence. Alors, je connais un peu Maxence et déjà, je t'embrasse et j'espère que t'es pas resté du coup. J'espère que t'es pas resté, mon pote. Je suis désolé. Bon, après, Oui. on n'a pas encore fait encore les gros Alors, spoilers aussi du comics. on n'a pas trop spoilé. Ben si, moi un petit peu quand même. Ouais. Maxence, cours, fuis, va-t'en. Va-t'en, Maxence. Désolé, je rejette du monde de ton live, Thomas, mais là, il faut pas. Non, le spoil, c'est sacré. Moi, je j'aime pas les spoils, donc je voudrais pas qu'on me spoil. Ça marche. Et on avait une autre question d'Olivier qui dit comment s'appelle l'actrice qui joue la superviseuse des héros de Vote. Je me souviens Ah, plus. c'est ouais. Je sais plus non plus, mais en tout cas, elle est fabuleuse. Ouais. Fais une petite recherche Google, mais elle est fabuleuse. Elle a été changée. Son rôle a été changé dans le comics. On est sur un homme, donc Stilwell, euh, qui est beaucoup plus vicieux que elle, à la limite. Elle est bon, elle est obsédée par son côté. Euh, Elle veut essayer vraiment de contrebalancer sa vie familiale avec sa vie de ce qu'elle considère être une femme forte, donc une chef de service, on va dire, une chef d'entreprise, on va dire, enfin une cadre, mais qui a une haute cadre, une haute cadre. Et elle est plus la figure maternelle que James Stilwell, lui, dans le comic, c'est vraiment plus le vrai bâtard, qui n'est pas question d'ailleurs de coucher avec Homelander comme c'est le cas dans la série. Lui, il est plus dans le genre, bon, cette branche, elle marche pas, ben, vous voyez, les G-Men, tous les dérivés plus jeunes des X-Men, en gros, des faux X-Men ne marchent pas, ben, on les tue. Mais Il est plus dans ce genre de délire là. Dans le comic, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est avant le tome 3. Donc je pense que c'est bon. Mais oui, effectivement, c'est une superbe actrice qui malheureusement va très vite être oubliée parce que il y a Giancarlo Esposito qui arrive. Et bon, ben, déjà, il va vite être oublié parce que dans la série, elle est morte, sacrifiée par le Homelander quand il a compris un petit peu la trahison, qui met encore moins de temps à se rebeller, encore une fois. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, en fait. Hein. Yui, il va quand même dans le comics mettre une bonne cinquantaine, voire un peu plus d'épisodes avant vraiment d'oser aller contre Butcher, de se rebeller un petit peu. Dans la série, il va mettre 7 épisodes avant de commencer à questionner avant de commencer à questionner ses vraies motivations et ses méthodes. Donc, euh, il est beaucoup moins malléable, on va dire, que dans le comics. oui, ça. Ouais. Et du coup, le fait aussi de l'avoir remplacé par un personnage féminin, ça l'a plus incarné parce qu'en fait, dans le comics, il est un peu, on dirait qu'il est pas humain, quoi. Il est tellement en dehors des émotions, il est tellement en dehors de tout qu'il y a un côté assez étrange d'ailleurs que là, ils ont réussi à mieux incarner, à mieux nous le faire. Oui, non, là, complètement. Après, je pense que ce côté étrange, on va l'avoir avec Gus Fring, avec Los Pollos Hermanos. Mm. On va l'avoir avec Giancarlo Esposito, qui est un acteur formidable, sous-coté, si j'ose dire. J'aime pas trop dire ça parce que bon, je suis pas dans les classements et je connais pas tous les acteurs, donc j'en sais pas grand-chose au final. Mais moi, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un jeu. Enfin, dans Breaking Bad, c'est un des meilleurs. Enfin, il a un jeu qui est formidable. Il arrive avec des regards. C'est un très très bon acteur. Et je pense qu'il va arriver à incarner ce côté vraiment chef d'entreprise, multimilliardaire, assez déshumanisé. Et je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez marrant à voir. Alors, j'ai une question de Olivier qui dit est-ce que vous trouvez que les relations entre les équipiers sont comparables à celles décrites dans le comics? À peu près, à peu près. Oui, moi-même, oui, à bien des égards, oui. Alors, on a certaines origines qui sont modifiées. Encore une fois, l'origine bon, ça impacte pas sur ça changera la question. Mais c'est vrai que par exemple, l'origine de la fille,
est complètement modifiée. C'est le produit d'une de ces guérillas qui reçoit clandestinement du composé V. Mais on a cette espèce de relation entre. Alors, elle est beaucoup plus cimentée. Là, on est vraiment sur les premières années de The Boys. Voilà, ils n'ont pas cette espèce ils sont pas aussi soudés que ce qu'on peut les voir dans le comics, mais on y vient. Par exemple, je parle de la fille parce que elle a une relation très particulière avec le Frenchie, Mhm. qui est le seul à pouvoir la comprendre, à chercher à la comprendre. Et lui, il est là, et il est fait pour ça. Mais oui, après, on a mis à part voilà certaines temporalités qui sont plus ou moins longues dans le comics et qui prennent moins de temps dans la série. On a à peu près le même type de relation, sauf qu'elles sont naissantes. Et j'ai une question de Maxence qui dit qui attend l'adaptation de Boudin d'amour dans la série. Alors si tu veux pas de spoiler Maxence, attention. Moi, Boudin d'amour, c'est la base. C'est un super-héros soviétique qui a collaboré avec Butcher. Donc on est sur vraiment de la géopolitique et Boudin d'amour parce qu'il a effectivement un sexe énorme et qu'on voit à travers son colon moulant. Et donc il s'appelle Love Sausage, Boudin d'amour, traduit par Alex Nikolavitch encore une fois. Et oui, ben moi forcément. Alors, je sais pas s'ils vont oser y aller, je sais pas exactement. Il y a quand même eu une scène censurée Oui. dans la série. C'est une scène où le Homelander devait se masturber du haut d'un immeuble et éjaculer sur la foule. Enfin, du haut de l'immeuble, quoi. Donc, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai jamais pratiqué. Peut-être que Thomas, tu peux nous dire comment ça fait quand on éjacule dans un immeuble. Bah, pas encore pratiqué non plus, mais Ben, s'il y a des gens qui ont pratiqué dans le chat, dites-nous. Je sais pas comment on est en bas, surtout. Mais oui, donc il devait faire ça en disant, j'emmerde tout le monde, c'est moi le plus puissant. Enfin, un excès il est un peu capricieux, il est un peu plus capricieux dans la série que dans le comics, où dans la série, il est vraiment en manque de hmm. sa maman, hein, de cette figure maternelle qui recherche. Et dans le comics, il est plus froid, plus calculé, puis surtout, il se pose beaucoup de questions sur lui-même parce qu'il y a ce qu'on appelle un plot twist, hein, il y a un petit revers scénaristique, mais ça, j'ai même pas envie de le spoiler pour ceux qui Hmm. ont pas. Déjà pour Maxence, je te le spoilerai pas. Et puis parce que ça reste quand même très intéressant à lire et c'est vraiment l'un des enjeux majeurs du comics. Mais donc ça, ils l'ont refusé. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, ils ont accepté quand même pas mal de choses et bon, une scène de masturbation, je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi. Faudrait m'expliquer, mais la scène sexuelle entre Popclo et l'espèce de concierge là, elle est quand même elle est assez explicite aussi. Donc je sais Hmm. pas pourquoi exactement ils ont fait ça. Mais oui, Popclo et A-Train d'ailleurs qui ne partagent aucune case de comics en commun c'est fabriqué toute pièce cette relation. Mais c'est très bien, encore une fois, c'est très bien. C'est ça, ça fait partie des relations refabriquées, ouais, pour nous faire mieux aimer les personnages. Oui, parce voilà, ils jouent un petit peu avec ce personnage et là, non, A-Train, j'aime beaucoup le personnage d'A-Train, et même Popclo, hein, je la trouve intéressante aussi, tu vois, là, elle est un peu droguée, un peu, c'est bien. Moi, j'aurais bien aimé plus la voir en action, mais ouais. Et du coup, donc je rappelle à tout le monde, si vous prenez le live en cours, qu'on est un peu dans la partie un peu spoil, donc vous pouvez donc faites attention si vous écoutez ça, on spoil un tout petit peu et on essaye de prendre les questions autour de la série The Boys. Donc on est avec le commis des comics qui a bien voulu être avec nous pour parler de cette série comics et cette série TV. Et donc là, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute, donc on va aller vers les dernières questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant, on va les prendre, on fera des dernières questions et on va glisser vers la fin gentiment. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi des gros spoils séries avec Black Noir ou on se réserve ça pour une prochaine? Alors, faut que Maxence, il nous confirme qu'il s'en va. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils disent, faut qu'ils fassent une attestation. Alors, sans parler du sport en lui-même, je pense pas que le mécanisme va être le même je pense pas que le black noir je peux me tromper, hein, mais je pense pas que le black noir de la série va être le même que celui du comics. Parce que, ou alors, à moins qu'il vraiment nous fasse le coup, c'était là sous notre nez depuis le début, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il prend une place un peu primordiale là, dans les 3 premières minutes de la saison 2. On le voit Mm -hmm. aller donc encore s'attaquer à un de ces nouveaux super-héros créés dans l'espoir donc du Moyen-Orient
donc de ce que George Bush appelait l'axe du mal, hein, dans sa vision assez binaire et pétrolophile, pardon, des choses. Donc de ces super-héros de ces super vilains qui sont créés toutes pièces pour augmenter la demande en super-héros et donc faire monter les prix du budget de la défense nationale qui serait carrément confié à Vaughn, puisque à quoi bon avoir une armée quand on peut avoir un Homelander. Mais je pense pas que ça sera la même chose, non. Je pense pas que ce sera la même chose. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que tu en penses toi, Thomas, n'hésite pas à nous dire aussi, toi, hein, en tant que lecteur et que spectateur, ce que tu en dis, mais je sais pas, je pense ils nous réservent encore un petit twist. Bah c'est ça en fait, c'est que du coup dans la saison 1, ils l'ont enfin à la télé donc ils l'ont pas exploité mais il est toujours là en fait, il y a une espèce de présence malsaine mais justement c'est super bien fait parce que on attend ce qu'il se passe quelque chose et il se passe rien et comme dans le comics, il se passe un truc énorme vers la fin. Du coup, on s'attend à ce qui va être à mon avis dans la saison 2 un des personnages les plus mis en avant puisque c'est le seul qui avait Saison 2, apparemment, ils ont signé une saison 3 et c'est ça qui est bien avec ce genre de série, c'est que ils peuvent commencer à planter des graines dans les premières saisons parce qu'ils savaient d'emblée en signant la saison 1 que la 2 allait être faite. Donc, et là maintenant, on sait que ça va même jusqu'à 3. Donc c'est ça qui est cool, ils ont le temps, ils ont pas vraiment le temps, mais ils peuvent travailler leur truc et pas faire du rush, pas voilà. Donc on a eu, comme tu dis, une transition de Black Noir qui est assez chelou, qui est assez creepy, comme on pourrait dire en anglais, qui est tordu, qui est flippant, qui est très flippant parce qu'il est là, il parle pas, mais il est là, comme tu dis. Et ben, j'espère que dans la saison 2, j'espère qu'on va avoir droit un petit peu à savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il y a sous le masque, voilà comment ça se passe. Si tu devais jouer un personnage, précise Olivier, qu'est-ce que tu aurais aimé? Euh, En super pouvoir, le vol doit être bien. Moi, la téléportation me paraît pas mal. Et en même temps, pouvoir lire des tonnes de trucs à la Superman, là, en les appréciant et en même temps en les lisant en vitesse accélérée. Hmm. Je trouve ça cool, quoi. Je regarde jamais aucun film en vitesse accélérée, je lis jamais un comic sans lire les trucs, mais lui, il peut faire ça en lisant bien et en très peu de temps. Ça, c'est un truc qui m'attire, comme ça, et pas trop être fatigué, ce serait cool, quoi. Des fois, ça m'attirait. Mais ça, c'est purement pratique, hein. C'est purement pratique. Après, oui, avoir une super force, ça doit être rigolo. Enfin, il y a plein de trucs qui doivent être rigolos, quand même, mais ouais, ça serait cool, tu vois, pouvoir lire en accéléré et pouvoir ne pas être fatigué, ce serait cool. Et du coup, en parlant de super lire, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de ton actu? Du coup, là, il y a eu le confinement et le déconfinement. Donc, tu avais une grosse activité sur les conférences et tout ça. Est-ce que tu reprends un petit peu? Alors, j'ai des conventions qui m'ont déjà appelé pour 2021. Mhm. Là, je vais faire une convention virtuelle en août qui s'appelle VirtuArt. VirtuArt, c'est le 22 août, je crois. Enfin, je sais plus exactement, je vais l'annoncer sur ma chaîne, mais donc on va faire une petite conférence autour des comics et de la page vers la résine, vers le produit sculpté plutôt, donc les figurines. Et après, oui, il n'y a rien de signé pour l'instant, mais en tout cas, je suis en discussion avec quelques conventions. Mais mon actualité très chaude, c'est que je travaille avec la Warner et Monolith à l'élaboration d'un jeu de rôle sur Batman, sur Gotham City. Donc ça va être un Gotham City Chronicles RPG. Ça va être un gros morceau aussi. Ça et puis je traduis actuellement voilà des comics et malheureusement voilà je peux pas en parler parce qu'ils sont pas encore Mhm. même en VO ils n'ont pas été annoncés ça serait une injustice que de vous dire ça. Je vous donne un petit indice sur quelque chose. Mais oui, donc la trad et ça. Après voilà, moi je suis pas, je pleure pas parce que entre guillemets les vidéos, bon, les vidéos ça, j'ai jamais personne m'a rien demandé, donc je suis pas le genre, je suis pas un genre, je suis pas le youtubeur pleurnicheur. Tu en trouveras Mhm. beaucoup qui disent oui, mais moi vous savez le temps que je mets, mais personne t'a rien demandé. Donc bon, moi je pars du principe que c'est que du bonus et que je fais pas je fais pas trop part des coulisses et de ce truc-là. Donc les vidéos c'est que du bonus, enfin ça il y a pas d'enjeu. Mais pendant le confinement, voilà, moi j'ai gardé mon fils, ma femme était infirmière, donc j'ai gardé mon fils. Je suis pas tombé malade, mes parents sont pas tombés malades, mes grands-parents non plus. Donc moi je suis très chanceux. Donc il y a pas de problème. Oui effectivement le salaire a pris une claque, déjà qu'il était pas lourd. Mais les conventions sont arrêtées, donc forcément c'est dommage. Pour la Comic Con aussi, c'est très dommage. Mhm. Mais je suis en bonne santé, je suis vivant, mon fils aussi, ma femme aussi, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout va bien. Donc ça reprendra d'un jour, forcément ça reprendra un jour ou l'autre.
Et en attendant, je trouverai de quoi faire, voilà, de quoi faire un peu d'oseille à droite, à gauche. On trouvera, tu vois, on trouve. Ça, y a pas de souci. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir le faire avec des projets, un jeu de rôle sur Batman, quoi. C'est complètement dingue. Donc, ouais, non, mon actu, c'est ça. Les sculptures au gaming aussi, ça on a la chance d'avoir des éditeurs de jeux qui sponsorisent certaines soirées. Donc, on va continuer le partenariat avec Philibert qui a été très content de la première soirée. Nous, on s'amuse, on se régale. Donc, non, non, tout va bien, tout va bien. En vrai, vraiment, écoute, on n'est vraiment pas à plaindre, hein, on est tranquille. Ouais, super. Et du coup, pour finir, est-ce que c'est quoi tes derniers coups de cœur un peu? C'est quoi que t'as lu qui t'a vraiment enthousiasmé dernièrement? Alors, moi, je suis un gros relecteur, en fait, hein. J'ai Ouais. plein de trucs à lire, mais en ce moment, j'ai des envies de relire, j'ai des fins de relire. Et alors, un des meilleurs comics qui soit, ben, je l'ai là, regarde, je suis en train de le lire, je suis dans ma chambre tranquille. C'est, si vous avez l'occasion, je sais que Urban l'a édité, c'est le Soldat inconnu de Josh Dysart et de Ponticelli, avec Pat Mazzoni qui a fait certains films. Et à chaque relecture, je me dis que c'est du génie. C'est purement. En ce moment, je suis aussi sur une phase où j'ai envie d'écrire. Mhm. J'ai envie, moi, d'essayer d'écrire des comics. Enfin, ça me plaît. Enfin, j'écris toutes les semaines parce que le JT, c'est quelque chose d'écrit, c'est pas quelque chose d'improvisé. Enfin, à 70%, voilà, souvent, il y a évidemment qu'il y a des conneries que j'improvise, mais les news, c'est éditorialisé, si tu veux. Mais Unknown Soldier, donc ça raconte l'histoire d'un docteur en Ouganda, donc dans la guerre, dans un contexte très 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 réel, parce que Josh Dysart, c'est quelqu'un qui fait partie de plusieurs missions humanitaires et qui est allé directement sur place. Donc c'est pas une Afrique romancée. Vous n'allez pas voir des mecs avec des os dans le nez ou des conneries du genre qu'on voit dans les films où les réalisateurs sont jamais partis en Afrique. Lui, non seulement il était là en Afrique, et en plus, il a vu les conflits, les déplacements de population, la misère que ça créait, une misère qui est orchestrée à la fois par la cupidité des dirigeants sur place, des dirigeants africains, et par la misère qu'a laissé le colonialisme, le post-colonialisme. Et donc, le soldat inconnu de José Lézard, c'est une des meilleures séries Vertigo qui soit. On parle beaucoup des grosses séries Vertigo, Swamp Thing, que je vous conseille aussi, Transmet, qui a été récupéré par Vertigo, je vous le conseille aussi. Mais on oublie souvent cette petite série qui est pas il n'y a pas énormément de chapitres. Tu l'as lu ça toi ou Non, pas je l'ai pas encore lu, non. Ben, je te le conseille avec force, vraiment, avec grande force. Et il y avait, tu vois, il y a eu 25, tu vois, donc ça tient Mhm. sur 4 TP. Et les dessins sont magnifiques. Enfin voilà, faut vraiment, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en ce moment, je suis en train de relire ça. Donc voilà, j'ai relu un peu de Constantine aussi, ça va parler dans le JT. Et après ça, je sais pas ce que je vais relire, mais on verra. On verra. Bon, super. Bah, merci beaucoup. Et toi, Stéphane, dis-nous, toi, parce que voilà, quand même, Bubble, donc faut quand même dire, parce que vous m'invitez, donc c'est bien gentil, mais vous êtes une application qui permettait de gérer d'organiser vraiment sa collection, de faire du click and collect aussi. Je sais parce qu'avant, je travaillais en librairie. Je Ouais. travaillais chez l'Entre du Snorgle et on avait été un de vos backers dans les 10 librairies backers. Tu sais, vous avez fait un Ulule ou un Kickstarter, je sais pas. Et on avait été parmi enfin, on était partenaire de Bubble. Ouais, c'est ça. Et on avait des gens qui venaient nous dire avec, voilà, je passe dans un quart d'heure chercher mon Ghost Rider, mon Simona. Ouais, Plus sur les mangas. Mais donc voilà, c'est cool. Et donc dis-nous toi ton dernier coup de cœur de lecture, comics, enfin, peu importe, hein, comics, manga, BD, roman, peu importe. C'est de la lecture, c'est génial. bah, j'ai lu, ouais, moi j'ai lu pas mal de comics là dernièrement. Je suis en train de finir les Tortues Ninja chez iComics, qui est une série vraiment trop cool. Euh, Ouais. donc là, je suis sur les derniers épisodes. Je lis aussi Gideon Falls de Ah, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. bon. C'est excellent, Ouais. vraiment excellent. Oui. Je viens de lire le 3. Sur les bancs. Tu as lu Transmétropolitane ou pas? Ah ouais, ouais, ça fait partie de mes gros coups de cœur aussi d'ado, on va Ça dire. va. J'aurais dû te demander avant d'accepter de faire le live. Mais tu Ouais. vois, je l'ai senti. Je l'ai Il y avait, senti que tu avais bon. il y avait un questionnaire avant, c'est ça? On aurait dû faire ça. On aurait dû, mais Hmm. je l'ai senti, on se reconnaît, tu vois. C'est comme les chiens, ils se redissent les fesses, tout le monde sait. J'ai vu ton mail, j'ai dit lui, il a lu transmettre, c'est obligé. Ouais, Non, mais c'est que des conseils que tu donnes, hein. C'est que des très bons conseils. ouais, bah voilà, c'est les dernières lectures et ça sera sur Bubble dans pas très longtemps parce que voilà, on fait outils de gestion de collection, on fait outils pour pouvoir réserver chez les libraires avec des libraires indépendants. Il y en a une centaine et on peut commander aussi sur l'app.
Et on a aussi une partie coup de cœur chronique, dont là, le live qu'on fait ensemble, ça fait partie de tout le volet éditorial qu'on fait sur Bubble. Donc il y aura des chroniques aussi comics, et donc ça en fera partie. C'est bien. C'est sur quoi le prochain live? Tu peux nous le dire en exclu ou Ouais, je peux vous le dire pas en encore? exclu. Le prochain live, ça sera avec Michael Sans-la-Ville autour Ouais. de sa reprise de San Antonio en BD. D'accord, d'accord. Ah, il y aura un peu du cul aussi alors. Ah, il y aura un peu du cul. On va voir avec Michael. C'est toujours très marrant. Ah oui, bah San Antonio, c'est vraiment là, pour moi, c'est vraiment le gros cliché tu sais, les mauvais pornos qui commencent par un petit air de violon et le plombier qui vient te dire bonjour madame, vous avez un problème de tuyauterie. Mais après, voilà, c'est un cliché, hein. Attention, je dis pas que ça fait ça, je les ai pas vus, hein. Donc, je veux pas du tout, je veux pas venir cracher sur ton truc. Non, non, mais c'est grivois marrant. En fait, il y a tout ce qui est grivois, un peu scène de cul. Bah, il y a beaucoup de scènes de cul, mais c'est toujours prétexte à un jeu de mots, à un quiproquo. Enfin, c'est beaucoup de prétextes. C'est un peu vaudeville, mais osé, quoi. Soyez tous au rendez-vous parce que ces lives sont bien sympathiques. C'est dommage que j'ai pas eu le retour. D'habitude, j'ai le retour chat. Mais Ouais. là, je suis pas bien installé. Encore une fois, voilà, j'ai le temps de me poser. Si j'espère en tout cas que ça a plu à tout le monde et que toi tu es content, Thomas, parce que moi je me suis régalé. Bah, pareil, je me suis bien régalé. Et merci à tous d'avoir mis plein de commentaires. Il y avait plein de questions. Il y avait surtout plein de commentaires très sympas tout le long du live qui se sont affichés au fur et à mesure. Donc merci à tous, un grand merci d'avoir été là. Merci à toi, Commis des Comics, et donc à la Merci à prochaine. toi. À la prochaine avec grand plaisir. T'hésites surtout pas. Super, bah merci et bonne soirée à tous. Salut Au revoir. Lisez, lisez, lisez. Hein. et Tu connais la lisez. devise.